Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur l'Entre-deux. On est très heureux de vous retrouver encore une fois avec ce dispositif. Encore une fois, on est chez RVB, le RVB Space, au 6 rue Aubert à Saint-Denis. Espace de travail partagé. Si vous avez besoin, n'hésitez pas. Un grand merci à eux de nous laisser les locaux à disposition. Gabriel, comment ça va? Eh ben écoute, ça va très bien. Très ça a l'air d'être là. Ouais, très heureux. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis content d'être là, tout simplement. On se retrouve pour parler Euroleague, donc je suis très heureux. Et oui, encore une fois, on parle d'Euroleague. Un gros format, un gros sujet qui est très intéressant, notamment si vous vous intéressez vraiment à l'Euroleague. Pourquoi ? Parce qu'on va tout simplement se demander de quelle manière l'Euroleague peut-elle se renouveler et aller chercher peut-être encore plus loin en termes de rayonnement. Voilà. Exactement, s'améliorer. On va en profiter donc pour souligner aussi les choses positives actuellement. Exactement, on va commencer par les choses positives qui concernent principalement le terrain d'ailleurs. Tout à fait, on peut commencer, le terrain, donc oui, donc, tout ce qui se concentre sur le jeu, le basket, quoi, vraiment. Exactement. Est-ce qu'on n'est pas sur le plus beau basket collectif ? C'est la question que j'allais te poser, et pour moi c'est un grand oui, parce que collectif, alors tu fais bien de dire collectif, parce que on voit, tous les gens de la NBA ils vont dire quoi ? Mais non, mais LeBron il est juste trop fort. Oui, LeBron est trop fort, oui, c'est vrai. Bien sûr. Mais disons que en termes collectifs, et n'oublions pas aussi que le basket ça se joue des deux côtés du terrain. Oui. Collectivement, aussi bien défensivement qu'offensivement, on a, selon moi, le basket le plus beau. Alors après, c'est hyper subjectif du coup, mais le plus basket. Le plus pur. C'est ça. Pure basketball. C'est du basket. Exactement. C'est le basket comme on l'aime finalement. Exactement. Avec tous ces aspects collectifs, aussi bien offensivement que défensivement. Exactement. Et surtout défensivement, j'ai envie de dire. Surtout l'Euroleague, ça court beaucoup. Il y a beaucoup de 1 contre 1. Oui. Bref, on va pas faire que des comparaisons avec la NBA, mais vous nous avez compris. Moi, je trouve qu'il y a une grande diversité en termes de style de jeu et d'équipe. En fait, oui. Et pourquoi ? Parce qu'il y a un truc que j'aime bien dire, c'est qu'on est sur un mix hybride entre jeu américain et jeu européen, dans le sens où, dans certaines équipes, tu vas avoir des fortes individualités. Je pense à Monaco ou à EFS. Ouais. Avec Micic, Larkin, Mike James, des joueurs comme ça. C'est ça. Pas mal d'isolation, du jeu rapide, la transition. Beaucoup de liberté au créateur. C'est ça, et des vraies qualités athlétiques pour certains joueurs. Là où, dans d'autres équipes, je vais, par exemple, pour ne citer que, par exemple, le Pana ou le Zalgiris Kaunas, on est plus sur du jeu à l'européenne avec des joueurs. Le Pana moins cette année, c'est pas forcément un bon exemple, mais on est vraiment sur un jeu à l'européenne, collectif, QI basket, défense, et on donne tout, quoi. En mode Milan en plus. Exactement, Milan, très bon exemple aussi, effectivement. Et c'est vrai qu'en termes de... c'est presque le mix parfait, en fait. En tout cas, on tend vers ça avec l'Euroleague, j'ai l'impression. Un mix, un hybride bien équilibré, quoi. Disons que la NBA... c'est indéniable, influence le basket de manière générale mondiale. Bien sûr. Et que du coup, c'est vrai, t'as raison qu'on avait trop souvent tendance avant à parler d'un basket Euroleague uniquement, en décrivant le basket européen en mode c'est le basket l'Euroleague se résume aussi de jeux européens. C'est ça. Et maintenant, comme tu dis, c'est plus trop le cas avec des équipes qui utilisent de plus en plus. Tu le disais, EFS, c'est le meilleur exemple, c'est l'équipe la plus NBA bien sûr. De l'Euroleague, un peu comme le Jazz avant était l'équipe la plus européenne, ou les Spurs était l'équipe la plus Euroleague de la NBA. Ouais. En fait, t'as ces... Plus européenne en tout cas. C'est ça, t'as un peu ces différences-là, et du coup, ça crée de plus en plus de diversité dans les styles de jeu, et c'est de plus en plus intéressant, quoi. En fait, tu gardes ce qui était bien dans le côté européen, et tu vas chercher petit à petit ce qui est très bien aussi dans le basket américain, les bons côtés. Et on en reparlera hors du terrain. Sur le terrain. Oui, c'est ça, mais on en reparlera hors du terrain. Il y a possiblement aussi des choses à aller chercher à ce niveau-là. L'intensité et l'importance des matchs. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'en parler ? Enfin, oui, on va en parler, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de faire 15 minutes dessus ? Non, je sais pas. Parce que... Vous vous rendez bien, on se rend bien compte, et tout le monde le dit, que ce soit les observateurs ou les joueurs, NBA ou Euroleague ou ce que vous voulez, chaque match, c'est une intensité de play-off. Every game matters. C'est ça. Pourquoi ? Parce que tout le monde peut battre tout le monde, il y a une homogénéité
Un championnat homogène. C'est un championnat homogène. Bravo. Ouais, c'est ça, c'est un championnat homogène. Donc, tout le monde peut battre tout le monde. Tu peux pas te permettre de perdre un match contre le dernier parce que après tu vas jouer contre le premier et ça va te foutre dans la merde. En fait, il y a pas de match facile. C'est ça. Si t'es dernier, c'est pas parce que tu pues la merde nécessairement. Hein. Bah non, tout à fait. Enfin, on le voit. Regarde comment l'Asvel carbonise les équipes en championnat la plupart du temps et en Euroleague galère. Ils perdent de peu et ils galèrent. Chaque fois, ils perdent de peu en Euroleague. Exactement. Il leur manque des détails, quoi. Parce que là, le grand niveau aussi. On en a beaucoup parlé, on s'est beaucoup foutu de leur gueule, mais ça reste néanmoins une très belle équipe de basket. Oui. Objectivement, ça reste une belle équipe de basket, tu vois. C'est ça. C'est vrai que faut le rappeler, c'est parce qu'on a peut-être tendance à trop leur tirer dessus. Mais voilà. Mais c'est ça en fait, et ça vient du calendrier, du fait qu'il y ait une trentaine de matchs seulement en saison régulière d'Euroleague, et que les équipes et les staffs techniques aient le temps de préparer chaque rencontre tactiquement, s'ajuster, etc. Ce qui est pas forcément le cas en NBA. Bah, il y a beaucoup de matchs, les matchs s'enchaînent. Tous les 2 jours, t'as un match, donc y a pas et t'as l'avion, c'est ça. C'est aussi le cas en Euroleague, mais disons qu'en NBA, t'as pas d'entraînement entre chaque match. Oui, c'est ça. Et puis en Euroleague, la plupart du temps, c'est tu joues le mardi ou le mercredi, et après t'as match le vendredi ou le samedi en championnat ou le dimanche, tu vois. Donc t'as quand même du temps. En Euroleague, il y a de l'entraînement, évidemment, les mecs font mais c'est plus, ça s'apparente plus à des warm-up à de l'échauffement, de la mise en route, que des vrais entraînements collectifs, pendant la saison. Ouais, t'as dit en Euroleague, oui, pardon. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'était pour éviter toute confusion. C'était pour éviter la confusion. Tu m'en parlais aussi, c'est que, les camps d'entraînement sont plus élaborés en Euroleague. Là où en NBA, tu vas avoir 2-3 semaines et en fait, on va te lâcher, on va te dire, tiens, parce que le playbook, tu l'apprends, tu te démerdes. C'est collectif, quoi, tout simplement. C'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, en fait. Et du coup, ça. C'est le maître mot. C'est ça. Et du coup, pour en revenir donc à l'intensité et l'importance des matchs, c'est que les équipes ont le temps de préparer chaque match, en fait. Et c'est vraiment ça qui fait la différence. Oui, comme une bataille, clairement. C'est des plans de bataille. C'est ça. Voilà, en fait, les points positifs de l'Euroleague se résument presque, en tout cas à 80% au terrain. C'est clair. Et au basket qui est pratiqué, à ce qu'on peut voir maintenant, dans ce qu'on pourrait améliorer, dans ce qui pourrait être amélioré, en tout cas qui pourrait tendre vers du mieux dans un premier temps. Disons qu'il y a du plus et du moins. Il y a du plus et du moins, mais le rayonnement, l'image de marque, le marketing de l'Euroleague, on tend vers le mieux. On tend vers le mieux, voilà. Mais ça a encore la réputation d'être un championnat de geeks, pas cool à regarder, en fait. Faut vraiment aimer le sport. Le basket en tant que sport, pas en tant que divertissement. Ouais, exactement, c'est la meilleure. On peut passer au suivant. Non, mais c'est vraiment ça. Ça a trop tendance à être considéré comme une ligue pour geeks parce que c'est le basket avant tout, quoi. Ouais. Il y a en fait, ça reste entre guillemets old school, vieille école, dans le sens où c'est le coach, le patron. Oui, ça dépend. Et encore, on parlait de diversité, c'est moins vrai aujourd'hui. Ça tend à être un peu plus un championnat de joueurs. Ouais. Mais les coachs ont ils ont toujours le dernier mot, ils ont toujours la vis. C'est ça. On respecte le club, on respecte l'institution, etc. On respecte les fans. C'est ça. Donc il y a tout ce côté-là qui est vraiment axé culturellement, en fait, j'ai envie de dire presque, sur le basket, qu'on respecte en fait le basket. Oui. Et donc du coup, il y a forcément ce côté où ça va intéresser des gens qui sont plus, je dis pas que la NBA c'est que du divertissement, mais l'Euroleague va intéresser des gens qui sont plus intéressés par le jeu que ce qui l'entoure, que l'histoire ou c'est vraiment que je veux dire que les paillettes. Les paillettes et puis même l'historique, le background, machin, il y en a en Euroleague, mais il est moins mis en avant. C'est vrai. Ce qui est très dommage d'ailleurs, mais ça je vais revenir dessus. Et ouais, c'est ça. Mais l'Euroleague souffre beaucoup d'un truc et malheureusement tu peux pas lutter contre. C'est la comparaison avec la NBA, et t'es écrasé par la NBA et le petit frère et l'entertainment. Ouais, c'est ça, t'es la pote moche. C'est la pote moche. Oui. Non, mais c'est ça, t'es très gentil, très agréable, mais voilà. Mais on va pas la date, quoi. Mais voilà. Pas au quotidien. Les comparaisons sont catastrophiques. Bref, ouais, tu l'as vu la nana? Non, c'est bon. Et du coup, en fait, t'as du mal, comme il y a la comparaison permanente et évidente, si tu veux, il y a aussi une différence entre les deux jeux.
qui sont très très différents. Et les deux contextes qui sont quasiment des sports différents. En fait. Exactement, et du coup, tu as du mal à intéresser le fan, entre guillemets, lambda. C'est pas un gros mot, c'est pas pour être désagréable envers des gens. C'est juste qu'il y a des gens, ils aiment bien le basket. Tu touches plus les fans spé, quoi, finalement. Alors, merci Laurent. Laurent Boudot. Laurent Boudot. Les gens qui aiment le basket spé, quoi. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça, hein, pour ceux qui ont la ref, grosse dédicace. Mais effectivement, ouais, les mecs qui ou les meufs, hein, d'ailleurs, c'est façon de parler. Quand il y a plein de gens qui aiment le basket, mais qui aiment bien le basket. Oui. Ah, c'est sympa le basket, ouais, c'est cool. Des fois, je joue le dimanche, des fois, je regarde les matchs, machin. Je regarde les highlights, tout ça, oui. Mais du coup, le basket Euroleague, c'est une forme inhabituelle, donc c'est compliqué d'intéresser ces gens-là, quoi. Ouais, c'est exactement. Parce que d'une part, sur le terrain, c'est très différent, moins spectaculaire dans les actions, dans les qualités athlétiques, dans ce qui est proposé. C'est moins le cirque. C'est pas péjoratif. Encore une fois, c'est très bien que la NBA soit un cirque. C'est plus structuré. C'est très structuré. C'est trop structuré. Bref. Trop, je sais pas. Pour certaines personnes, oui. Oui. Et en fait, comme t'as pas non plus en dehors l'aspect flashy avec les potins, les people, la trade deadline. Non mais tu vois, ouais. Non mais oui, c'est vrai. Mais t'as pas, par exemple. Agency. Non mais tu vas pas avoir en Euroleague, t'as pas de Kaja Morant, t'as pas. Parle récemment. Oui. T'as pas Devin Booker, Kendall Jenner, t'as pas Jason Tatum et D.O.C. Mais parce qu'on en revient au respect du sport, et ce qui compte, c'est la mise en avant du basket, et que le reste, on s'en fout presque, en Euroleague. Mais est-ce que c'est un tort ou pas? C'est ça la question. Je sais pas, mais du coup, forcément, en fait, tort ou pas tort, c'est pas forcément la question, mais c'est la question. C'est une façon de parler. Mais je veux dire que c'est forcément, il y a des gens qui vont plus tendre vers l'un ou l'autre, en fait. Ouais. Mais que ça, est-ce que l'Euroleague doit changer à ce niveau-là? Je suis pas sûr. Mais non, pas. En fait, c'est ça. Le truc, c'est que la NBA, c'est trop à part. C'est la meilleure dans son domaine. Tu dis, est-ce que la NBA doit devenir moins spectaculaire? Ah non, évidemment. Voilà. Et justement, le truc, c'est que si tu veux arrêter de souffrir des comparaisons, faut arrêter de vouloir tendre absolument vers ça. Tout à fait. Mais on peut quand même prendre des éléments intéressants pour faire évoluer la compétition. Exactement. Et le truc aussi, et ça, c'est un truc qui m'énerve, c'est que l'Euroleague est pas sexy pour un sou. Mondialement, non. Mondialement, et même pour les gens, les fans de basket au global, c'est pas sexy. Faut vraiment être beaucoup dans le basket, bouffer du cuir, comme on dit. Bouffer du cuir, ouais, tout à fait. C'est ça. Pour vraiment s'intéresser à l'Euroleague et kiffer l'Euroleague, en tout cas pour l'instant et à première vue, parce qu'en vrai, c'est un championnat de fou. Mais tu souffres de cette image, et le problème, c'est que dès qu'il y a un élément extérieur qui, lui, apporte un peu de glamour à ton truc, je pense à KD et Emma Stone, par exemple, qui viennent voir Olympiakos Monaco, Luka, qui parle que beaucoup d'Euroleague, c'est vrai que Doncic, tu parles souvent de... c'est ça, il regarde plus d'Euroleague que de NBA, c'est beau. Bah, et que dès que t'as ces événements-là où le frère de McCollum qui vient, d'ailleurs personne n'en parle, faut mettre plus ces trucs-là en avant, mais le problème c'est que dès que c'est fait, dès que t'essaies de capitaliser sur ça, que ce soit médiatiquement ou ce genre de choses, et ben les fans d'Euroleague gueulent. Parce que, ah oui, mais du coup on parle pas de jeu, gna gna, alors que toute l'année et tous les ans, on répète que c'est sous-côté, c'est pas assez médiatisé. Mais ça dépend. Tu vois, on critiquait, sans être méchant, mais le fan, entre guillemets, lambda qui va plus tendre vers la NBA, en fait, si ça a une réputation de geek, c'est que c'est pas pour rien non plus. C'est qu'il y a ces mecs-là qui... je suis sûr qu'il y a des fans d'Euroleague qui veulent que ça reste comme ça. Oui, mais moi je pense que les gens qui réagissent... voir comment on pourrait l'améliorer. Oui, mais je pense que les gens qui sont contents que ce soit comme ça, bah, c'est justement bien que ça les choque, parce que ça veut dire qu'on avance. Oui. Voilà. Mais justement, tu parlais des fans lambda d'Euroleague, et justement, en fait, il y en a tellement, il y a une tellement grosse fanbase d'Euroleague, que plutôt que de vouloir aller chercher un nouveau public, des gens qui s'intéressent pas au basket, ou juste faire plaisir à tes fans qui sont déjà conquis. Ramener les fans de NBA, en fait. C'est ça, faire découvrir. Faire des compromis pour que les fans et la fanbase basket mondiale, et aussi en France, qui est exceptionnelle et vraiment large,
puissent s'intéresser, et c'est ces éléments extérieurs qui vont faire connexion entre la NBA et l'Euroleague qui vont faire passerelle. Je vais te dire un truc, parce que je veux parler de mon expérience perso en tant que fan de basket. Ouais. En fait, un des gros problèmes qu'a l'Euroleague aussi, c'est d'être en embrouille avec la FIBA en permanence. Parce que, en fait, ce qui m'a fait découvrir, moi, le basket européen et le basket, du coup, FIBA de manière générale, c'est les compétitions internationales avec l'équipe de France. Et en fait, c'est là que, en fait, en suivant la NBA, quand après tu regardes les compétitions FIBA, tu fais, ouais, mais lui, il pue la merde, c'est un bout de banc aux Raptors. Ah, et putain, il a mis 18 points, Ah, mais c'est d'arriver, en fait, tu vois. Non, mais tu vois, en gros, je caricature évidemment. Oui. Mais en gros, t'as ce côté où quand tu suis que la NBA, tu te dis qu'en gros, si t'es pas en NBA, c'est que t'es pas assez fort. C'est que t'es pas un joueur de basket. Nul. Oui, c'est ça. Oui, voilà, exactement. C'est ce qu'on essaie d'enlever comme idée de la tête des gens depuis le début du média. Il y a des gens qui regardent de la NBA, ils pensent qu'ils peuvent jouer sur le banc. Hein, donc, bon, après, ça dépend des joueurs de banc, mais des fois, c'est Kendrick Perkins. Je connais des gens qui parlent de ça. Bref, c'est pas le sujet, on divague trop. Ce que je veux dire, c'est que c'est un des plus gros problèmes pour moi, c'est que en fait, tu sais que la NBA est déjà en porte-à-faux avec la FIBA. Ouais. Pourquoi tu fais pas comme eux, mais toi aussi tu te mets en porte-à-faux avec la FIBA au lieu de faire un truc commun en fait. Parce que la BCL, c'est aussi une volonté de la FIBA de mettre des bâtons dans les roues à l'Euroleague. Hein. Et surtout d'ouvrir plus aussi, de proposer une équité sportive, mais ça on va y revenir dans les formats, etc. Et en fait, oui, pour résumer ce que je disais, c'est que faut aller chercher, faut mettre en œuvre et utiliser du fan de basket. Du fan de basket, oui. Oui, c'est pas quelqu'un qui commence. En fait, des fans déjà établis. Tu rentres pas par la porte Euroleague. Exactement. C'est ça. C'est rare. C'est plus rare. Très rare. Bah, sauf si t'as un père fan de Limoges, quoi. Voilà, mais tu rentres de fait par... Ou un père ancien basketteur, typiquement. On pense à Yanis, par exemple. Qui a commencé qui a commencé la NBA aussi en même temps. Voilà, donc, il va aller voir l'interview, elle est dispo sur la chaîne. Exactement. Mais voilà. Mais pour moi, c'est les fans établis, en fait, qu'il faut aller chercher. Les fans établis de basket, pas d'Euroleague. Et c'est eux qui t'apporteront plus de rayonnement. Je mets un tacle à l'Eurocup, c'est chiant. Voilà. Non mais sérieux, alors plus sérieusement, ça a trop la réputation d'être une compétition chiante et on comprend pourquoi. Il y a des beaux matchs, il y a des belles équipes, mais dans l'ensemble, quand tu prends l'ensemble de la compétition et même son format, on reviendra peut-être après. Ouais. Enfin, je trouve ça chiant. Bah pourquoi c'est chiant? Parce que le niveau, entre chaque année, le niveau il est incertain en fait. Tu sais pas ce que tu vas trouver, sur quoi tu vas tomber. Comme c'est de l'accession privée. Dû à un certain pas sur des critères sportifs pas du tout sur des critères sportifs. Non, Paris Basket. Non mais évidemment qu'une équipe, c'est pas des critères sportifs. Évidemment qu'une équipe de Pro B va pas jouer ou de deuxième division va pas jouer l'Eurocup. Donc il y a quand même un minimum de critères sportifs. Oui. Mais c'est dans une certaine mesure pas forcément ce qui prime. Disons que par rapport à d'autres sports, pour comparer au foot, peut-être par exemple, on est à des années-lumière de ce qui se fait. Même si la Champions League, par exemple, je fais un comparo foireux, tend à se privatiser de plus en plus et ressembler du coup un peu plus à l'Euroleague et à l'Eurocup. Ce qui est dommage. Ce qui est dommage, bon ça c'est un autre débat, on va pas lancer une chaîne foot. Non. C'est dommage que l'Eurocup soit comme ça et peut-être essayer de remplir des critères autres que financiers pour accéder à cette compétition et pour la rendre plus attrayante. Parce qu'en vrai, on s'en est maté des matchs d'Eurocup, même c'est dur à regarder et tout. C'est dur à regarder. En fait, tu te dis pas, ouais, je regarde la Coupe d'Europe, en fait. Tu te dis, oh tiens, il y a Paris qui joue en Eurocup. Des fois, alors en fait, je dis ça, mais moi, je suis aussi, je dis ça, c'est marrant que moi, je dis ça parce que je suis fan de Valence, grâce à Antoine Dio, quand il jouait à Valence en Eurocup, qui m'a fait surkiffer. Mais c'était moins... À l'époque, ça va faire une dizaine d'années, non, un peu moins d'une dizaine d'années, mais le curseur financier était quand même moins poussé. Là, c'est vraiment extrême, quoi. On sent que c'est un peu le laboratoire pour que l'Euroleague se développe sur des gros marchés, quoi. C'est ça. On en parlera à la fin. Exactement. On enchaîne. Centralisation, exposition média et offre média par rapport à l'Euroleague et notamment au club français en France.
avec Squeak et l'équipe qui propose des dispositifs exceptionnels. Exceptionnels par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, par exemple en LNB. Qui propose des dispositifs. Tout, point à la ligne. Point, parce que typiquement Squeak, c'est du jamais vu. Oui. Donc c'est exceptionnel, du coup, exceptionnel. Littéralement. L'équipe, c'est du déjà vu, même si c'est bien de souligner l'initiative, c'est bien de la souligner. Tout à fait. Et d'ailleurs, ils ont très bien compris ce que je disais de aller chercher les fans en faisant la passerelle entre NBA et Euroleague. Je parle de Squeak parce qu'ils se servent. Même l'équipe un peu. Même l'équipe, mais dans une moindre mesure, parce que Squeak met vraiment le paquet et l'accent sur ce que les joueurs NBA peuvent dire de l'Euroleague. Oui. KD avec les fumigènes, si t'en ramènes en NBA, tu finis en prison. Luka, c'est plus dur d'attaquer en Euroleague. Ouais. C'est plus dur, enfin bref, voilà. Giannis a parlé, Jokic a parlé. De lier tout ça. De lier tout ça et vraiment de capitaliser là-dessus pour dire ces mecs-là, ils rendent quand même hommage à Mais c'est ça, et on en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, quand tu connais pas et que tu dis ouais, en gros, je schématise encore une fois, vous me connaissez, mais il y a que des pecnos qui jouent en Euroleague et que t'as tes stars NBA préférés qui te disent l'Euroleague, tout est plus intense. Ouais. C'est ça, tu commences à te dire quand même. Bah, je vais peut-être aller jeter un œil du coup. Et c'est une très bonne stratégie de Squeak. Ouais. On a énormément de chance. Il faut le soutenir. On n'est pas sponsorisé ou quoi que ce soit, mais d'avoir ces dispositifs-là, tu le disais, que ce soit aussi bien la chaîne L'équipe que Squeak. Squeak qui a aussi tout le autour des matchs, les petits reportages, les documentaires, machin et tout, et même les analyses de pointure, que ce soit Cosette, Digbeu, Stephen Brun, Ali Traoré, on en passe. On a eu Laurent Leniam pendant un moment avant qu'il prenne son poste à Gravelines. Donc on a vraiment beaucoup de chance d'avoir cette offre-là, et ça c'est un point positif pour le basket européen et pour le basket européen en France. Oui, parce que c'est un dispositif qui est valable pour la France, hein, évidemment. C'est ça. Donc voilà, donc faut juste le dire aussi. Et il faut le dire, mais alors attention, c'est pas non plus de bonté de cœur, c'est parce que ça va potentiellement faire des audiences aussi que ça existe. Et pourquoi ? Parce que Monaco, un club français, a été performant, que ce soit pour l'équipe ou pour Squeak, et encore performant, et tend vers une stabilité sportive dans le haut niveau. À moyen court terme. Dans le très très haut niveau, à moyen court terme. Mais alors attention, parce que si Monaco se casse la gueule et que les résultats sportifs généraux des clubs français se cassent la gueule, ça serait bien. Alors l'offre risque de changer. Les geeks de basket, on me dit mec, il y a un FS Real ce soir, tu vas faire putain trop bien, ça va être de la bombe. En fait, oui, si t'es geek et vraiment fan d'Euroleague et de basket, oui. Mais quelqu'un qui s'en tape un peu, un Barça Real au basket, même un fan de NBA s'en fout en fait. Ah oui, clairement, tu vois. Ouais, c'est clair. Donc c'est là que attention, warning. Donc profitons de cette offre pendant que nos clubs français sont performants. Et soutenons ces offres s'il vous plaît. Si vous pouvez pas forcément vous payer Squeak, regardez si vous payez, faites-le. Si vous pouvez, faites-le, et parce que l'offre est vraiment géniale pour toutes les raisons qu'on a évoquées avant. Et si vous pouvez pas, n'hésitez pas à regarder aussi les matchs sur l'équipe pour leur montrer qu'il y a de l'engouement et qu'on a envie de voir du basket en clair aussi. Tout à fait. Bah écoute, les formats, on va je pense d'abord parler du entre guillemets manque d'équité sportive créé potentiellement par le fait que ce soit une ligue privée, que le groupe, enfin l'entité ECA, donc Euroleague, Eurocup, soit une entité privée dont les 13 licences A, donc les 13 clubs licence A d'Euroleague sont actionnaires. C'est ça. Et ça peut créer un manque d'équité sportive selon toi? Alors selon moi oui, parce qu'il y a le cas, on va en parler rapidement, mais le cas Bursaspor de l'année dernière, qui sportivement aurait pu, et selon moi aurait dû accéder à l'Euroleague. On sait qu'il y a un minimum de budget, comme il y a une table de poker où il y a un minimum de 7 millions de budget pour pouvoir accéder. Il est vraiment bien cet exemple. Pour pouvoir rentrer à la table, pour pouvoir jouer littéralement. Mais du coup, sportivement, ça pose quand même des questions. Moi, j'ai aussi un problème avec le salary cap, dans le sens où c'est encore un problème là d'équité sportive, que toutes les équipes ne jouent pas dans les mêmes catégories dû à leur budget respectif. Mais en même temps, tu dis que si tu mettais en place ce salary cap, les équipes pourraient moins recruter, certaines équipes pourraient moins recruter,
Donc, on aurait moins de stars, donc ça desservirait le propos qu'on a un peu dit dans la première partie, C'est ça. ce qui fait la beauté du terrain et du jeu, et le fait qu'on ait de plus en plus d'anciens joueurs NBA qui permet à l'Euroleague de progresser encore sportivement, justement. Donc, c'est un peu... Donc, c'est une question le un cap, peu sans réponse. Le cap, c'est un peu l'inconnu. Hein. Mais pas que le cap, même, je veux dire, l'équité sportive de manière générale, elle est pas... disons qu'elle n'est pas mise en avant par l'Euroleague. C'est pas le but. Le but de l'Euroleague n'est pas que ce soit Euroleague Europe. C'est pas d'être équitable entre les différents. L'éthique sportive, ils en ont rien à foutre. C'est ça. C'est surtout, t'es une ville reconnue, t'es une place reconnue en Europe, t'as du budget, tu joues. Point. C'est ça. Tu es Rouen. Tu es Rouen, bah non. Même si t'as le budget. Non. Encore une balle perdue pour nos amis rouennais. On vous embrasse. Des grosses bises. Exactement. Mais pour revenir au cas Boursa Sport, alors, est-ce que c'est vraiment un manque d'équité sportive? Parce que... Non, mais c'est ce que je te disais, c'est pas vraiment... Oui, alors, je te laisse finir. Est-ce que c'est vraiment un manque d'équité sportive? Parce que je vais te poser une question. Est-ce que c'est vraiment... Ça aurait été leur rendre service... Là, je parle avec du recul, parce que j'étais scandalisé aussi du fait que... Ils y accèdent pas. Qu'ils y accèdent pas. Cette saison. Mais en fait, avec du recul... Et c'est pas un cadeau. Enfin, moi, je pense pas que ce soit un cadeau si vraiment tu leur permets d'accéder. De un, ils ont pas le budget qui est de minimum 7 millions depuis cette saison. Oui. Et de deux, s'ils y accèdent, même avec un plus petit budget, bah, justement, pour pouvoir matcher, ne serait-ce que faire bonne figure en Euroleague, bah, tu vas t'endetter à mort, en fait, pour ramener des joueurs qui auraient pris moins cher ailleurs. Mais comme c'est Boursa Sport, t'as un petit club, bah, je sais pas, mettons, un Paris Lee, il va prendre ce qu'il aurait pris, enfin, tu vois, le double de ce qu'il aurait pris ailleurs. Au Pana, n'importe où. Et je vois les gens qui vont me dire oui, mais beaucoup de clubs d'Euroleague sont endettés. Oui, mais tout le monde n'est pas le Barça, tout le monde n'est pas le Real. On n'a pas tous. Il y en a que ça dérange moins que d'autres d'être endetté. Il y en a que ça dérange moins que d'autres parce qu'ils ont les reins plus solides, en fait, c'est tout. C'est tout. Voilà. Ouais, c'est clair, c'est clairement donc, ça. Et pareil, on parle peut-être que Boursa Sport, de leur côté, n'ont pas non plus forcé parce qu'ils n'étaient pas prêts, tout simplement. Et le meilleur exemple, c'est la JL Bourg. Et le général manager qui s'est exprimé dans Basket Le Mag de ce mois-ci, où on lui parle, on dit potentiellement là, vous pouvez peut-être accéder à l'Euroleague cette année, qu'est-ce que vous en pensez? Le mec il dit je suis pas sûr que ce soit une bonne chose, hein, on n'est pas prêt financièrement ni rien, ce serait pas ouf, tu vois. Donc il y a des gens aussi il y a des clubs comme ça qui préfèrent prendre leur temps, se stabiliser et après on y va. Voilà. Non mais c'est clair que c'est une question compliquée, hein. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, il faut juste tester en fait. C'est ça, mais du coup, tester différentes choses. Tester différentes choses, mais du coup, c'est vrai qu'il n'y a pas du tout d'équité sportive. L'équité sportive n'est pas du tout mise en avant par l'Euroleague. C'est un fait. Et c'est pas un mal. Est-ce que c'est bien d'y remédier ou non? Ça, c'est à vous. En tout cas, dans la forme. Dites-nous en commentaire. Hein. Dans la forme actuelle de l'Euroleague, c'est pas forcément un mal que l'équité sportive soit pas forcément le premier point recherché. Ouais, oui, mais du coup, c'est ce qui, à mon avis, ce que je disais plus tôt, foire l'Eurocup aussi. Oui, c'est-à-dire que l'Eurocup, c'est beaucoup plus porte ouverte, et toutes les équipes qui commencent à avoir autour de 4 millions, 5 millions de budget, qui commencent à justement se stabiliser. Qui sont sur des gros, enfin moyens, voire gros marchés. Je pense à Paris, je pense à Londres, je pense à Tel Aviv. À Tel Aviv, tout à fait. J'allais dire au Maccabi, non, c'est à l'Hapoel. Oui. Mais tous ces marchés-là, qui tentent un peu... leurs chances, mais qui sont justement, c'est hyper intéressant parce que ce que tu viens de dire, c'est totalement ça, qui sont pas encore structurés et pas prêts tout simplement, et pas en fait, forcément prêts. Et ben ça nous donne une Eurocup, ma foi, pas hyper excitante quoi. Non. C'est un test. Sur le terrain. C'est le labo. C'est le laboratoire. Ça. Oui, mais alors qu'on le mette comme tel, qu'on nous vende pas la C2. Non. C'est ce que je veux dire. Je parle pas de la voiture Citroën, je parle de la deuxième meilleure compétition internationale. Oui, il est tard, là, on commence à avoir des blagues un peu douteuses. Merci. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Oui, en gros, qu'on nous le vende pas comme, regardez, c'est la deuxième meilleure compétition européenne. Vendez-le nous comme, regardez, c'est la G-League de l'Euroleague. Ouais! Oui! Non, mais vendez-le comme ça. Mais c'est clairement ça. Mais oui, mais nous, on nous le vend en mode, ouais, l'Eurocup. C'est ça. Mais... Et alors, le format même de l'Euroleague crée un manque d'intérêt pour les... Là, je vais passer du coq à l'âne, mais ça crée aussi un manque d'intérêt pour le premier tour des playoffs, parce qu'on l'a dit, la saison régulière est plus intéressante que le premier tour, parce qu'après le premier tour, évidemment, il y a El Famoso, El Grande Final Four.
FF. Qui là, pour le coup, il y a rien. Enfin, il y a le seul petit truc à dire, c'est l'utilité de la petite finale qui est pas, qui est vraiment discutable pour le coup. C'est juste pour rajouter un match et faire des droits télé, c'est tout. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Mais comment dire? Oui, enfin le Final Four, c'est l'extase, c'est la jouissance pour tout fan de basket européen. C'est ce qu'on attend toute l'année. Sur un week-end, t'as toute l'Europe du basket qui est rassemblée dans une ville. Ils font toujours en sorte que ce soit une belle arène, une plus ou moins grande ville qui est vraiment une culture et que du coup toute la planète, enfin non pas la planète, tout le continent européen qui vit pour le basket soit rassemblé à un endroit pour un week-end. Voilà, maintenant c'est presque une semaine même. Non, c'est encore un week-end, 3-4 jours. 3-4 jours, je veux dire. Oui, non, c'est pas une semaine, mais bon, c'est un long week-end. C'est un long week-end. Et la saison régulière, on a vanté ses mérites et le kiff qu'on a de voir toutes ces équipes se rentrer dedans et se battre toute la saison régulière, on l'a vanté dans la première partie. Et en fait, t'as deux trucs incroyables. Et au milieu, t'as un premier tour en 5 matchs. Pas ouf. Franchement, pas ouf. Tenez des bonbons en attendant. Tu sais, ça fait un peu étouffe chrétien. Tu sais, t'arrives chez les gens, il y a des petits fours, bon. Et tu vois ce que je disais avec plutôt en disant l'avantage, c'est que tu vois, faut pas que l'Euroleague se mette à copier la NBA, mais elle peut prendre des trucs qui, juste même pour les tester, ont bien marché en NBA. Et tu vois, on parlait de laboratoire. Pourquoi pas tester des play-in ou des conférences en Eurocup, mais même des play-in. Je veux dire, l'Eurocup, t'as 2 groupes de 10, t'as 8 qualifiés sur un groupe de 10. Enfin, c'est... Pourquoi faire, en fait? C'est nul. Ça, c'est éclaté. Enfin, franchement, c'est éclaté. Mais je trouve ça éclaté à fond. Et ouais, faire des tests. En fait, soit tu fais le premier tour en un match, soit tu fais un play-in. Tu vois, tu peux tester des choses, mais pour moi, il y a un vrai problème de manque d'intérêt. Alors après, il faudra sortir les chiffres parce que ça se trouve j'allais dire les affluences, mais non, l'audimat, enfin le nombre les chiffres, les stats du nombre de gens qui regardent le premier tour des playoffs d'Euroleague nous ferait peut-être mentir. Mais nous, en tout cas, en ressenti, on a du mal à y croire. Mais en ressenti, bah moi, ouais, je me fais chier quand c'est le premier tour des playoffs. Même l'année dernière, peut-être un peu long, tu peux le raccourcir, exceptionnel, mais c'était pas. En fait, alors l'année dernière, la seule série qui était vraiment exceptionnelle, c'était Monaco, surtout que ça allait en 5 matchs. Mais c'est la seule, seule qui était excitante. Barça Bayern, je me suis fait chier. Pourtant le Bayern s'est battu et tout, mais Milan FS, c'était nul. On était hypé par cette série, tu te souviens? Ouais, mais en fait, la déception. Oh, c'est clair. Oh, la déception. Bah, je crois qu'on disait que c'était la série la plus... Il y avait soit celle-là, soit Monaco Olympiakos, on disait que ça allait être les plus serrés. Ouais. Bah, je crois ça a été le cas que pour une série sur les deux. Bref. Ah ouais. Voilà. Alors, je sais pas quel est ton avis sur le format, mais en fait, c'est peut-être idéaliste de penser ça, mais je pense qu'il faudrait juste déprivatiser l'Euroleague parce que c'est une gang... Enfin, non, mais le fait est que dans ce modèle-là, l'Euroleague est déficitaire. Oui. Les clubs sont déficitaires par rapport à l'Euroleague. Pas tous, mais oui. 80%. Oui, mais disons qu'il y a des clubs qui peuvent se rattraper ailleurs, c'est ça que je veux dire. Mais dans tous les cas, factuellement, ils ne gagnent pas d'argent avec l'Euroleague. En faisant partie de... C'est juste pour le prestige, mais ils ne gagnent pas d'argent avec ça. Je suis d'accord. Et pour moi, il serait temps de repasser à un modèle plus équitable. On parlait d'équité et d'éthique sportive. Typiquement, on parlait de la Ligue des Champions, pour moi, au foot, et qui pour moi a un format qui se prêterait vraiment bien au jeu. Ou alors tu fais une adaptation de ce format, tu prends un peu à droite à gauche, mais plutôt que de dire ah bah toi t'es une grosse ville, t'as un gros budget, tu vas jouer mais t'as pas de culture, bah non. Toi t'es un club historique mais tu pues la merde depuis 3 ans, bah non. Pourtant t'as du budget. Non, pas ouf. Je suis d'accord. Limoges en Eurocup, non. Ouais c'est ça. Pas ouf. Pau, hein, parce que après on va se faire taper sur les doigts qu'on parle que de Limoges. Oui ou Pau. Mais ouais. Et en fait un truc tout con, mais les deux finalistes, ils vont en Euroleague. Les perdants des demi-finales, ils jouent une petite finale pour accéder à une C2 qui potentiellement l'année prochaine te donne accès à l'Euroleague. Des choses. On peut faire des choses. Par exemple, les gagnants des Coupes de France ou Leaders Cup qui peuvent participer à un espèce de grand tournoi qualificatif pour accéder à l'Eurocup, comme c'est le cas un peu plus dans le foot. Exactement. Mais alors. Et même, tu vois, parce que
je finis sur ce truc-là, c'est que de plus en plus, les clubs se plaignent qu'il y a trop de matchs en Euroleague, trop de matchs en championnat. Plutôt que d'avoir toute la saison régulière de 32, 34 matchs, 34, ouais. en fait, Oui. tu fais des poules de plusieurs équipes, même si c'est élargi, tu vois, tu fais une Eurocup, une Euroleague élargie, et jusqu'à arriver au Final 8, Final 4, tu vois, avec des matchs coup près, en fait, tout simplement. Oui, ou aller-retour. En fait, on pourrait tenter ça. Mais, alors, moi, je suis assez idéaliste aussi. Dans un monde parfait, j'aimerais que ce soit comme ça aussi. Après, le problème, c'est qu'on sait pertinemment que ce ne sera pas le cas. Et justement, ça va être de pire en pire. En tout cas, il y a un événement là qui se passe au mois de mars qui peut tout changer, en fait. Mais c'est peut-être la plus grosse. Des clubs, des actionnaires de l'Euroleague, des clubs actionnaires de l'Euroleague, pour voter pour savoir si Dubaï accédera ou non à l'Euroleague. C'est si ce n'est la plus grosse décision à prendre pour l'histoire du basket européen. Bah ouais, jusqu'à présent, ouais, parce que... Alors, mais en fait, c'est encore purement financier, parce que le truc, c'est qu'ils peuvent... En fait, j'ai oublié le nom du gars qui gère ce dossier un peu pour ramener Dubaï en Euroleague. J'ai oublié son nom. Ouais. Mais en tout cas, il propose énormément d'apports financiers à l'entité Euroleague. 150 millions sur 6 ans. C'est ça. Pour pouvoir... Ce qui représente plus ou moins 1 million par club chaque année. Ouais. Donc c'est pas rien, quand tu le disais, l'Euroleague est déficitaire depuis quelques temps. Enfin, sur sur une vingtaine d'années, là, c'est sûr qu'ils sont déficitaires. déficitaires. Alors après, c'est pas 1 million pour chaque club. Hein. Non, c'est, pas factuellement. C'est pas directement. Oui, donc attention à... disons est-ce que c'est vraiment intéressant ou pas financièrement? Et que ça tendrait justement encore plus à plus de privatisation. Ah bah oui, pour le coup, oui. Et pour le coup, oui, parce que j'imagine que Dubaï, en injectant cet argent-là, deviendrait également actionnaire, en tout cas le club. Je vois pas comment ça pourrait pas être le cas. Hein, plus, du coup, ça voudrait dire qu'il faut rajouter 2 voire 3 équipes en plus à l'Euroleague de manière permanente, enfin pas permanente, mais licence longue durée. C'est ça, ou licence wildcard, mais il faut rajouter des équipes dans le championnat. Et alors là, pareil, ça pose la question du format de split en plusieurs conférences ou faire des poules ou machin. Mais d'où aussi le fait que Paris et Londres sont de plus en plus poussés vers aider, entre guillemets, ce qu'on disait, gros marché, tu commences à avoir du budget, tu commences à te structurer, on te met en Eurocup pour voir comment tu te développes. Et si ça se passe bien, on t'envoie en Euroleague. Moi, je suis... En fait, le point qui me dérange vraiment, parce que je suis dérangé par ne serait-ce que la possibilité soit évoquée que Dubaï puisse avoir une équipe en Euroleague, ça me... Mais surtout une équipe construite de toutes pièces. C'est-à-dire que on se fout de... Ah, mais full artificiel, que de l'artificiel. En fait, ça fait 2 ans qu'on taille Paris Basket en disant que c'est quasiment une équipe artificielle, etc. Ah bah là, mais c'est encore moins le cas de Dubaï, en fait. Non, parce qu'en fait, à Paris, il y a quand même une culture basket, tu vois. Oui, et puis l'équipe a, entre guillemets, moins été montée de toutes pièces. Le club a été créé, mais ils se sont structurés, très rapidement. Hein. On a déjà fait la vidéo, allez la voir sur la chaîne. Le club s'est structuré très rapidement, machin. Mais, après, on n'aime pas, ça on s'en fout. Mais on est obligé de reconnaître que le club s'est développé et que ça fonctionne. Oui. Il y a des billets qui sont vendus. Non, mais en fait, pour moi, le problème, c'est que ce serait vraiment monté de toutes pièces. En fait, regarde le bordel médiatique et le shitstorm que c'est à chaque fois qu'on parle de Paris Basket. On a des commentaires de mecs qui disent, et vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, encore une fois, c'est pas le débat, mais qui disent quel club, c'était quoi le commentaire qu'on avait lu il y a pas longtemps là? Quel club d'escrocs? On s'en fout, on n'est pas là pour parler. Enfin, vous pouvez réagir de cette manière si vous le pensez, mais ce que je veux dire, c'est pas ça. C'est qu'en gros, comment le Paris Basket est traité, alors que c'est un club beaucoup plus construit que ce que propose Dubaï. Mais là, t'as vu depuis 2-3 jours là le shitstorm énorme, et à juste titre, parce que. Ah oui, à juste titre. Ok, ça pourrait fonctionner, c'est monté de toutes pièces, enfin bref, ça on en pense ce qu'on veut, mais dans les autres sports, c'est inimaginable. C'est inimaginable, et moi le plus gros point qui me fout la haine, si ça passe, c'est qu'il y a 2 Final Four qui se passeront à Dubaï. Bah disons que là, tu vois, on vient de parler du Final Four comme du summum de ce qui se passe dans le basket européen. Oui, du côté, il y a tout. Et on fait ça aux Émirats. C'est ça, il y a toute la famille du basket européen qui se réunit dans une ville européenne, machin.
Et là, en fait, non. Ça serait assez relou. Bon, voilà. Comment on peut être pour ça? Bah, je sais pas, mais dites-nous en commentaire justement ce que vous en pensez, parce que ça peut être hyper intéressant. Et si vous avez des arguments pour, en faveur de Dubaï, dites-les nous. Après, on sera pas d'accord, mais dites-les nous quand même. Et puis c'est intéressant que vous réagissiez. Autre que, ah oui, mais c'est de l'argent, ça va faire rentrer de l'argent à l'Euroleague. Dans tous les cas, dans 6 ans, ils seront redéficitaires parce que l'argent, c'est pas infini. Voilà, point. Ouais, et puis le problème, c'est que fallait un vrai argument sportif, s'il vous plaît, le problème, monsieur. c'est qu'il fallait pas faire de la merde avant aussi, peut-être pour être déficitaire. Bah ça. C'est que maintenant, on va chercher des solutions inimaginables parce qu'en gros, pour rattraper les erreurs du passé, mais enfin, on peut juste essayer de, justement, au lieu de se remettre dans la merde, parce que je pense que d'ici une dizaine, si ça se fait, d'ici une dizaine d'années, l'Euroleague, ça sera. Sans parler de l'argument écologique, qui est encore autre chose. Après, c'est déjà, déjà pas très. Alors, ça serait aberrant. Oui. Ce que je veux dire, c'est quand Monaco prend des jets privés à 20 pour aller, par exemple, c'était le cas l'année dernière, pour aller à Saint-Pétersbourg. Oui, mais ou à donc Kazan. s'ils le font, c'est pas parce qu'ils le font déjà qu'il faut en plus empirer le truc, quoi. Oui, non, d'accord, mais bon, disons que c'est pas le premier argument, mais j'entends aussi. Dites-nous en commentaire. Oui, c'est ça. C'est un argument qui peut être supplémentaire, mais moi, je vous parle vraiment de sportifs. Que quelqu'un essaie de me faire changer d'avis là-dessus sans me parler d'oseille. C'est ça. Qu'on arrête de me parler d'oseille. Je n'en peux plus. C'est que c'est une ligue privée, on le dit depuis le début. Je n'en peux plus. En tout cas, on espère que ça vous a plu. On a bien fait le tour là-dessus. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce contenu vous a plu, à nous suivre sur tous les réseaux, Instagram, TikTok, Twitter, Twitch. Oui. YouTube évidemment. La cloche pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Exact. Et donc, je vous dis à très bientôt. Merci à RVB. Encore une fois, merci à RVB. Pas de cadreur aujourd'hui, donc on se remercie nous-mêmes. Merci à nous. Mais voilà. Prenez soin de vous. Des grosses bises. Des grosses bises. À la prochaine. Salut.